Sylvain Charbonneau, chef de service, transfert des connaissances et innovation. Bienvenue et merci de votre présence si nombreuse aujourd'hui. Merci de contribuer au rayonnement de ces webinaires et de faire un succès de ces conférences. Ces conférences sont rendues possibles grâce à l'appui du CIUSD de l'Ouest de l'île de Montréal. Je tiens évidemment à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans la conception, la mise en œuvre de cette conférence. Et évidemment, tout l'aspect technique aussi associé à la mise en œuvre de tous les séminaires synaptiques. Donc, la conférence d'aujourd'hui aura pour titre « Comment mieux soutenir les jeunes en crise suicidaire ». Pour cette conférence, nous aurons l'honneur de recevoir le Dr Michel Spodankiewicz. Donc, Dr Spodankiewicz est pédopsychiatre au CIUSD de l'Ouest de l'île de Montréal et chercheur associé au Centre d'excellence en santé mentale des jeunes, donc un centre affilié à l'Université McGill, au Centre de recherche Douglas ainsi qu'au CIUSD de l'Ouest de l'île de Montréal, ainsi qu'également chercheur associé à l'INSERM en France. Formé à Paris, Montréal et San Francisco, il est spécialisé en prévention du suicide et des troubles liés au traumatisme chez les jeunes. Il développe une approche intégrative centrée sur l'expérience des jeunes, des familles et des équipes. Il est également évaluateur pour plusieurs revues internationales en psychiatrie et membre actif de différents réseaux de recherche. Et merci et bienvenue. Donc, nous avons aussi l'honneur de recevoir Mme Chelsea Cufaro, donc étudiante à la maîtrise en psychologie de counseling à l'Université McGill. Elle est aussi coordonnatrice de l'expérience vécue au Centre d'excellence en santé mentale chez les jeunes, du Centre de recherche Douglas. Après avoir lutté contre ses problèmes de santé mentale pendant des années, elle a décidé de transformer sa douleur en pouvoir pour aider les autres par le biais de son histoire. Donc, merci et bienvenue. Donc, nous aurons une courte période de questions à la fin de la conférence. Vos questions pourront être posées dans les deux langues. Vous n'aurez qu'à lever votre main virtuelle ou inscrire vos questions dans la section conversation, la portion clavardage de la rencontre Teams. C'est notre collègue Annabelle aujourd'hui qui sera la modératrice à ce moment. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers pour cette belle conférence. Donc, merci beaucoup et bonne conférence. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez suivre notre présentation avec les slides. Est-ce que, Sylvain, vous pourriez nous confirmer que on voit bien les slides? Tout est bien, oui. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et nous sommes très honorés de pouvoir participer à cette session de transfert de connaissances que nous souhaitons la plus interactive possible. Donc, comme vous le disiez, Sylvain, n'hésitez pas à solliciter le chat. Et puis, peut-être pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous allez voir, il s'agit de continuer une conversation que nous avons débutée l'année dernière avec la chercheuse et psychologue Marie-Claude Geoffroy, qui avait parlé davantage des aspects de recherche et d'épidémiologie portant sur ce sujet. Et puis, cette fois-ci, nous avons décidé de le continuer un tout petit peu sur la base des retours qui nous avaient été faits dans cette présentation, en insistant sur les aspects un tout petit peu plus pratiques, et puis sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'expérience vécue. L'expérience vécue à la fois du côté des jeunes, mais aussi du côté des professionnels. Et quand je dis professionnels, je pense à la fois aux professionnels du système éducatif et aussi bien évidemment au système de santé. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi que Chelsea, tu sois là avec nous aujourd'hui pour pouvoir un tout petit peu nous donner le retour de l'expérience vécue, à la fois de la part de ton expérience, mais aussi de la part des expériences de jeunes que tu peux rencontrer ici au Centre d'excellence santé mentale des jeunes. Et puis moi, je parlais un tout petit peu pour la pédopsychiatrie. Parfait, merci. Je suis enchantée d'être ici. Donc,
Nous allons parler d'un sujet sensible et ce sujet sensible nous pousse à faire un petit avertissement, c'est qu'il peut provoquer des émotions intenses. Il peut provoquer des émotions intenses, ce d'autant que probablement certains d'entre vous ont été confrontés à ces situations. Peut-être eux-mêmes ont un passé de jeune qui a connu des idées suicidaires. Et c'est pour cela que, à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que adulte qui se veut un tout petit peu donner l'exemple à travers son comportement pour aider la population des jeunes que nous côtoyons régulièrement, nous nous sommes permis de rajouter ce numéro qui permet à chacun d'entre vous, à n'importe quel moment, d'appeler. Ce numéro fonctionne au Québec. Nous avons aussi testé pour être sûr que toutes les ressources que nous vous donnons ici sont fonctionnelles. Et donc, il est possible d'envoyer un texte ou même se rendre directement sur ce site. Il y a un système de clavardage qui permet d'entrer en communication avec des professionnels qui pourront vous aider. Encore une fois, sujet délicat et sensible, donc n'hésitez pas vous-même à montrer l'exemple si jamais cela vous arrivait ou déclenchait des émotions plus intenses pour vous. Premier outil dont je voulais vous parler, dont nous voulions vous parler, qui est un outil que nous avons, moi, que j'ai constamment dans mon portefeuille ou dans ma poche. Alors, vous voyez, celui que je vous ai donné, une version un tout petit peu usée parce qu'il est resté beaucoup dans la poche pour prouver que c'est quelque chose qu'on utilise souvent, mais il existe un petit répertoire, un petit annuaire qui permet de ressourcer, de lister les différentes ressources en santé mentale. Et parmi ces ressources, il y a notamment des lignes d'écoute et vraiment peut-être en amont de cette présentation, moi je voulais un peu leur rendre hommage parce que c'est des personnes qui pour certaines sont disponibles 24 heures sur 24. Là encore, avec Chelsea, nous avons eu l'occasion de tester et de voir que par exemple en appelant ce numéro-là, il y avait des personnes qui étaient constamment disponibles. Et je pense que peut-être le premier message que nous souhaitions porter à votre connaissance, mais c'est l'importance de ne pas rester seul. En tant que professionnel, même si vous avez un doute par rapport à une situation, si vous avez besoin d'en discuter, vous pouvez le faire bien évidemment au sein de vos équipes, mais si jamais vous aviez besoin de discuter à plusieurs, je trouve que ces numéros-là peuvent être particulièrement utiles pour pouvoir avoir des échanges avec des gens qui sont concernés et qui connaissent cette situation. Je ne sais pas si jamais, Chelsea, il y avait, à n'importe quel moment, il y avait des choses que tu souhaitais rajouter. Ça va pour mes mains. Merci. Tu n'hésites pas à me dire. Oh, parfait. Donc, je reprends des éléments que nous avions déjà vus la dernière fois, mais je les passerai rapidement en revue pour ceux qui ne s'étaient pas connectés. Je rappelle que déjà la dernière vidéo que nous avions faite avec Marie-Claude Geoffroy et moi-même l'année dernière est toujours disponible en ligne. Mais si vous ne vous êtes pas connecté, quelques idées reçues autour du suicide chez les jeunes. Le premier, c'est que le suicide des enfants est fréquent. Nous le verrons, heureusement, il s'agit d'un phénomène très rare. En même temps, c'est quelque chose qui peut être prévenu et par le fait d'en parler, nous pouvons contribuer à sa prévention. Les conduites suicidaires débutent à l'adolescence. C'est souvent une idée reçue qu'on entend, mais on se rend compte qu'elles peuvent commencer plus tôt et souvent plus tard. Et d'ailleurs, les personnes qui se suicident le plus sont plutôt les adultes, voire les personnes âgées. Les comportements suicidaires chez les enfants sont causés par des problèmes éducatifs. Là aussi, il y a beaucoup d'a priori, de préjugés sur quelles sont les causes du suicide. Non, il n'y a pas de causalité linéaire, il n'y a pas de lien direct entre des problèmes éducatifs et des comportements suicidaires. Le suicide est un phénomène complexe où interviennent à la fois des éléments biologiques et des éléments d'environnement, avec une interaction entre ces deux éléments qui fait qu'on ne peut pas réellement parler d'une cause unique pour parler du suicide. Une autre idée reçue fréquente est celle que le suicide est un choix. Non, il ne s'agit pas d'un choix. Alors, je sais qu'il y a des débats sociétaux, que ce soit en France ou au Canada, au Québec et même ailleurs, de savoir notamment en fin de vie qu'en est-il. En tout cas, une certitude, en tout cas une conviction pour ma part, mais des choses qu'on retrouve également dans la littérature scientifique, c'est que non, le suicide chez les enfants n'est pas un choix.
C'est surtout une contrainte et une tentative de réponse face à une situation auquel ils n'ont pas pu faire face différemment, souvent associée à une très grande détresse psychologique. Nous y reviendrons un tout petit peu plus tard, mais non, le suicide n'est pas un choix. Et une autre idée reçue, que la présence des idées suicidaires implique la présence d'un trouble mental. Alors oui, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, notamment chez les jeunes, il y a beaucoup de situations qui n'impliquent pas d'avoir un trouble mental qui est diagnostiqué plus tard. Alors, comme vous allez le voir dans cette présentation, il y a des éléments qui reposent sur des preuves scientifiques, sur des éléments de connaissances qui sont obtenus à travers des études, mais il y a aussi une part qui est, je dirais, plus liée à la vie réelle et qui nécessite une certaine créativité, une flexibilité. Et dans notre présentation, nous allons essayer un tout petit peu de concilier ces deux points de vue. Quelques petits rappels malgré tout sur l'épidémiologie. Promis, je ne vais pas être long sur ce propos-là, mais il y a eu récemment ce rapport qui est sorti, les comportements suicidaires du Québec, le portrait de 2025. Si vous voulez plus de détails, je vous invite vraiment à le lire. Il a été fait par l'INSPQ et il est particulièrement bien fait. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Globalement, la bonne nouvelle, c'est que le taux de suicide au Québec, et selon le genre, est en train de baisser. Donc, vous voyez un tout petit peu les chiffres, comment est-ce qu'ils évoluent. Malgré tout, en 2022, il y a eu 1142 suicides au Québec, ce qui, à chaque fois, c'est des statistiques, mais vous imaginez qu'il s'agit de drames individuels très importants. Pour ce qui est des jeunes, la population qui nous concerne, il s'agit du groupe avec le deuxième taux de suicide le plus bas. Et c'est une excellente nouvelle de savoir que finalement, même si nous parlons aujourd'hui de ce sujet, je ne veux pas qu'on oublie que la plupart des jeunes que sont amenés à rencontrer dans nos établissements scolaires, dans notre vie de tous les jours, sont des jeunes qui vont bien. En revanche, pour ce qui en est des plus jeunes, il y a eu une année où il y a eu davantage de cas de suicide. Il y en a eu 9 en 2022 chez les 10 à 14 ans, mais encore une fois, ces chiffres en 2022 étaient particulièrement hauts et d'habitude, ce que nous donnent les résultats et les études faites notamment par le coroner nous disent qu'on est plutôt à 3 à 4 enfants qui sont concernés chaque année par ce drame. Quand on regarde le taux ajusté de suicide selon la région socio-sanitaire, on se rend compte que à Laval, Montréal et en Montérégie, on a relativement de la chance par rapport à certains autres territoires du Québec, notamment les territoires les plus au nord, où, comme vous pouvez le voir, le nombre de suicides est bien plus élevé par rapport à la population concernée. Plusieurs facteurs y contribuent, mais encore une fois, ça ne fera pas l'objet de notre présentation, de notre conversation aujourd'hui. Quant à la proportion de suicides pendant l'ensemble de décès, on voit que chez les jeunes, on a finalement une impression que le suicide est plus important, notamment chez les jeunes filles, comme cause de mortalité. Et c'est vrai, mais parce que aussi, c'est la période de la vie où il y a moins de décès par d'autres problèmes de santé. Et encore une fois, le suicide reste un phénomène très rare. Il en est de même pour les garçons. On voit que d'ailleurs, le taux de décès, le taux de suicide va augmenter avec l'âge et que les jeunes garçons sont un tout petit peu moins concernés. Malgré tout, je vous ai promis qu'on ne contentera pas de parler de chiffres, de statistiques, mais qu'on va surtout essayer de finalement être au plus près de vos expériences à vous, de nos expériences à nous, qui sont celles de la vie réelle, dans les différents contextes où nous travaillons, pour essayer de voir un tout petit peu comment réagir dans les méandres, si vous me permettez l'image, des enfants et des professionnels surtout qui sont confrontés à la détresse de ces jeunes. Pour cela, un outil dont nous avions déjà parlé la dernière fois et que je me permets de vous rappeler, c'est le guide de soutien pour intervenir auprès d'un enfant de 5 à 15 ans à risque suicidaire. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce guide, mais je dois reconnaître qu'il est particulièrement bien fait et beaucoup de choses finalement dont nous parlerons aujourd'hui, finalement, sont retrouvés dans ce guide. Je vais essayer d'ailleurs d'illustrer une partie de notre propos aujourd'hui avec les éléments de ce guide pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore. Dans ce guide,
très rapidement, il y a 5 étapes évolutives qui permettent de s'occuper d'un enfant, d'un jeune chez qui on a repéré un risque suicidaire. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez voir qu'il s'agit d'étapes flexibles. Et je veux encore une fois, là aussi, dire en tant que professionnel, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, votre intuition est souvent la bonne. Et puis, ce guide doit servir de repère, mais même si vous ne suivez pas les étapes à la lettre, finalement, il s'agit souvent de bon sens. Et d'ailleurs, comme le disait un de mes maîtres quand j'ai fait ma formation, finalement, les enfants vont bien davantage suivre notre exemple plus que nos conseils. Donc, nous-mêmes, prenons soin de nous, prenons soin de notre santé mentale, soyons à même d'identifier nos propres émotions parce que cela est fondamental, non seulement pour notre bien-être à nous, mais aussi pour le bien-être des patients que nous sommes amenés à accueillir. Très rapidement, les 5 étapes. La première, repérer les manifestations associées au suicide. On y viendra plus en détail, mais pour ce qui est de l'étape principale, on les passera, je vous promets, très rapidement en revue. La première, c'est l'accueillir un enfant de façon bienveillante. Vous voyez, ces étapes, on peut les retrouver dans le guide sous la forme d'une main avec ces 5 piliers. Et le premier pilier, accueillir l'enfant de façon bienveillante, c'est créer les conditions d'une rencontre et qui va être le présage d'une bonne alliance thérapeutique. Finalement, souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui va faire soin? Parce qu'on est souvent à référer les patients les uns à l'autre, mais chacun à notre niveau, en accueillant l'enfant, et je dirais peut-être au-delà de sa famille de manière bienveillante, en créant ces conditions de rencontre qui se passent dans un moment même de crise le plus agréable et le plus sécuritaire possible, il contribue au pronostic de la prise en charge en elle-même et finalement à sa finalité, c'est celle de prévenir le suicide. Donc pour cela, je cite un auteur, Stanisław Tomkiewicz, qui a développé le concept d'attitude authentiquement affective. Et ben, c'est être nous-mêmes, c'est d'être authentiquement impliqué, soucieux par rapport aux jeunes qu'on est amené à rencontrer, se mettre à sa hauteur, trouver la juste distance. La juste distance, ça veut dire ne pas nous-mêmes être débordés par nos émotions, essayer d'avoir une régulation minimale, et on en parlera un tout petit peu avec Chelsea, comment faire en pratique, mais non plus ne pas se trouver trop distant, ne pas banaliser et dire ah ben non, c'est quelque chose que je ne vais pas entendre, ou avoir une contre-attitude qui serait de rejet. Pour favoriser cette rencontre, on peut souvent, et en pédopsychiatrie on le fait régulièrement, utiliser des médiations. Ça peut être le dessin, ça peut être un jeu qu'on est amené à faire le patient dans une situation de détresse et même de crise suicidaire pour permettre de détourner son attention. Et puis, qui dit enfant dit toujours famille, toujours avoir en tête qu'il y a, malgré le fait que souvent si on est dans l'école, des questions qui se posent en tant que des responsabilités, mais de manière très pratique, qu'en est-il des parents? Qui est le responsable légal? Qui est le tuteur du patient qui peut être amené à l'aider? Les patients ou les personnes, avant même qu'ils ne soient patients, qui sont en détresse et qui sont en risque suicidaire, un des premiers éléments, c'est une souffrance psychologique qui est présente. Elle est liée à plusieurs éléments, des adversités de la vie, la présence éventuellement de troubles mentaux. Mais quand on recherche les stresseurs, je ne voudrais pas qu'on oublie aussi de rechercher peut-être avant tout les potentialités. Même dans les moments les plus difficiles, chaque personne, chaque enfant a ses ressources qui lui permettent de faire face à ce stress, ses talents, ces points d'ancrage qui vont permettre de développer le coping, qui vont permettre de développer ses propres stratégies de résilience et rechercher quelles sont les choses que tu fais bien, quelles sont les choses que tu aimes bien, quelles sont les choses qui te font du bien, ne pas les oublier quand nous sommes amenés à rencontrer les jeunes en état de souffrance et notamment lors d'une crise suicidaire. L'analyse du risque suicidaire, on parlera un tout petit peu des échelles et des questionnaires, mais
Je dirais que ceux-là peuvent peut-être en clinique avoir un intérêt de psychoéducation. Malgré tout, leur fiabilité est relativement modeste. Et là, encore une fois, surtout avec les plus jeunes. Poser des questions simples. Est-ce que tu penses à mourir? Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu as eu par le passé envie de mourir? C'est des choses qui peuvent être bien plus efficaces que le fait d'avoir une grille compliquée où on va essayer plus ou moins maladroitement de poser des questions qui parfois peuvent sonner faux. Donc, ils peuvent avoir une utilité, mais plus en recherche ou plus probablement dans le suivi peut-être de patients avec des idées suicidaires chroniques, mais en tout cas dans le contexte quotidien, je dirais le fait de parler le plus ouvertement possible de la possibilité d'avoir des idées suicidaires marche mieux. Et puis, quand on évoque des idées suicidaires, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des moyens qui sont accessibles pour la personne pour y arriver? Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu t'y prendrais pour mourir? Et est-ce que tu as déjà établi des plans pour essayer de mettre fin à tes jours ou de mourir? C'est des questions qui peuvent être posées. Il y a un outil, on y reviendra avec Chelsea, qui est fondamental et qui sert d'outil de communication entre les équipes une fois le risque suicidaire établi. C'est celui d'un plan de sécurité. On va voir concrètement quel est le lieu où celui-ci peut être établi, sous quelle forme et comment on peut le partager entre nous. En tout cas, pour ce qui est des enfants à risque suicidaire, on cherche avant tout d'établir leur sécurité et puis susciter l'espoir. Se dire, j'utilise parfois cette image de la météo intérieure. Une crise suicidaire, c'est comme un orage qui arrive. C'est comme une tempête. Et puis quand il y a une tempête, on essaie de se mettre à l'abri en attendant que l'orage, la crise passe. Et un orage ne dure jamais tout le temps. On le sait bien ici au Québec, avec les phénomènes météorologiques intenses, qu'il peut y avoir du mauvais temps, mais les beaux jours vont revenir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier, même au plus intense de la crise, pour essayer finalement d'arriver à se projeter un tout petit peu dans le temps. Et puis, la prise en soin, la prise en charge multidisciplinaire, elle passe par la connaissance du réseau, d'où le petit outil dont je vous avais parlé, mais aussi connaître les ressources locales. Vous savez, des patients ou des jeunes avec des crises suicidaires, c'est sûr que vous allez être amené à les rencontrer. Donc, le fait de vous prendre un petit temps, individuellement en équipe, et dire, mais moi, c'est quoi les ressources que je connais, les mettre éventuellement dans son cell pour les avoir à portée de main. De même que d'ailleurs le numéro de la DPJ, c'est des numéros que j'ai moi constamment dans le répertoire pour quand j'en ai besoin pouvoir les solliciter. En tout cas, avoir ces ressources-là. Et puis, quand il y a le réseau, y réfléchir aussi avec le patient ou la personne partenaire pour essayer de finalement voir qu'est-ce que lui il connaît, quelles sont les ressources que lui il connaît, quelles sont les ressources que la famille connaît, et de cette manière maintenir un lien qui va nous aider un tout petit peu à traverser cette aventure ensemble. Chelsea, est-ce que jusqu'à cette partie, ok. Merci. Merci. Donc, on avance parce que, et encore une fois, je remercie Chelsea d'être là avec nous parce que l'idée, c'est de regarder de manière un tout petit peu plus concrète comment est-ce que les choses peuvent s'incarner dans la vraie vie. Et pour cela, on a besoin finalement de prendre en compte les perspectives de tout le monde. Alors, ce qu'on voulait vous proposer dans le temps qui nous reste, c'est de regarder peut-être de manière un tout petit peu plus concrète le voyage imaginaire d'un patient qu'on va appeler Tom à travers le système d'aide. Et ce système d'aide, on va voir un tout petit peu comment il va avancer dans les différentes étapes qu'il sera amené à rencontrer, différents défis, et comment naviguer ensemble dans une situation concrète. Donc, Tom, c'est un garçon de 7 ans. Il est en première année de primaire. Depuis un mois, son enseignante a remarqué qu'il était plus triste. Il répondait moins aux questions en classe et devenait irritable quand on le lui faisait remarquer. En fin d'après-midi, son enseignante est allée lui parler alors que les autres enfants étaient partis de la classe. Il lui a confié qu'il ne voulait plus vivre. Il s'agit d'une situation relativement fréquente qui, encore une fois, ne correspond pas à une situation précise et nous avons cherché avec Chelsea à trouver des situations qui étaient fréquemment rencontrées
sans que pour autant si jamais faire référence à un vrai patient. Donc, qu'est-ce qu'on sait du contexte familial? Eh ben, Tom vit avec ses deux parents et sa grande sœur de 10 ans. Sa famille n'a jamais cherché de suivi psychologique ou psychiatrique auparavant, ce qui signifie que cette situation est potentiellement nouvelle et très inquiétante pour eux. La première vignette et la première réflexion que nous voudrions avoir avec vous, c'est celle de ce qui se passe dans l'école. Et l'idée, c'est de se plonger un tout petit peu dans le contexte scolaire. On a dit que c'était l'enseignante qui arrivait à repérer le mal-être de Tom. Et comment est-ce qu'on peut analyser cette situation? Puis c'est un outil de thérapie cognitivo-comportementale que je vous propose d'utiliser pour regarder ça. C'est regarder à chaque fois qu'est-ce qui se passe au niveau à la fois des émotions, au niveau des pensées et au niveau des comportements. C'est un triangle qu'on utilise souvent en thérapie et qu'on puisse imaginer ensemble à la fois ce qui peut arriver et ce qu'on devrait faire. Donc, pour cela, on vous propose de faire cette conversation un tout petit peu à deux voix avec Chelsea pour, encore une fois, parler un peu de l'expérience vécue. Donc, si on se place, Chelsea, si on se place du point de vue de Tom, donc, de ton expérience à toi, puis des choses que tu as pu entendre, quand on est Tom, comment est-ce qu'on réagit face à cette situation très particulière? Dans mon expérience à moi-même et aussi en tant que futur psychologue, je connais un peu comment les émotions pourraient être vraiment intenses envers l'enfant et que Tom pourrait être vraiment en détresse dans ce moment-là. Il est séparé les autres membres de son classe, mais c'est un moment où il est honnête avec le professeur qu'il veut pas vivre, mais il peut avoir des pensées qu'il soit coupable ou qu'il soit pas he's not enough ou qu'il fait pas bien dans l'école, alors il mène à un moment de détresse. Puis ses comportements, c'est comme le vignette a démontré, vraiment isolé, seul, mal compris, et vraiment comme seul dans ses pensées avec un peu beaucoup de détresse, je dirais. Ouais. Donc, ce qui est important, merci Chelsea de souligner ce côté d'isolement et de culpabilité qu'il peut y avoir, en particulier à un âge où les enfants finalement ont une pensée autocentrée et ils peuvent se dire que s'il y a de la détresse qu'ils repèrent ailleurs ou de la souffrance, que ce soit dans son entourage, c'est souvent de sa faute. Exactement. Et donc, l'idée, c'est en tant que professionnel, à ce moment-là, d'essayer de développer notre capacité d'empathie, de se mettre à la place du jeune en faisant un tout petit peu appel à nos propres souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que vit l'enfant dans cette situation? Pour quelque part se décentrer, se mettre à sa place. Puis, qu'est-ce qui en est du côté de l'enseignant? De l'enseignant, il peut aussi, pour moi de mon côté, avoir discuté beaucoup avec les enseignants de cette situation, il peut y avoir en miroir de la détresse aussi chez l'enseignant. Bien sûr. De la détresse qui est marquée parfois par le fait de soi-même avoir eu des expériences négatives, mais surtout de l'inquiétude par rapport à la bonne façon à réagir. Comment protéger finalement Tom, alors que soi-même, on se sent un tout petit peu dépassé, comme pensées qui sont souvent associées, c'est un sentiment de ne pas avoir été assez formé, de ne pas être assez outillé, de ne pas avoir assez de connaissances sur le sujet. Puis, les comportements qu'il peut y avoir, c'est à ce moment-là, parfois... et ça, je tiens à préciser que c'est plutôt rare, mais encore une fois, je pense que c'est important d'en parler. Parfois, le fait de préférer ne pas en parler ou détourner le regard par rapport à un enfant qui est en détresse, justement parce que on a peur un tout petit peu des conséquences que cela engendrerait, à la fois au niveau de nos propres émotions ou au propre de nos comportements. Et je dirais que quand on voit les enfants qui sont le plus à risque de tentative de suicide, c'est souvent des enfants qui rapportent qu'il y a eu par le passé des adultes à qui les enfants ont quelque part cherché à exprimer leur détresse, mais les adultes ont détourné leur regard. Yeah, ça résonne avec moi. Ouais.
Malheureusement, et là encore une fois, l'idée, ce n'est pas de rejeter la faute sur quelqu'un, mais se dire peut-être que par moment, on peut être dans un tel état de désespoir qu'on ne sait pas comment réagir nous-mêmes. Et c'est pour ça que peut-être qu'à ce moment-là, si en tant qu'enseignant, vous remarquez que vous-même, vous êtes en détresse par rapport à une situation, ne savez pas comment bien réagir, eh ben, encore une fois, l'isolement qui est l'isolement chez Tom est un peu en miroir avec l'isolement qu'on peut avoir en tant qu'adulte en étant face à lui. Et à ce moment-là, faire appel à son réseau, faire appel à des collègues, peut-être dans un premier temps, appel à des soutiens au sein de l'institution, donc dans l'école dans laquelle vous êtes, ou éventuellement aux différents numéros. Puis de toute façon, la présentation est mise à votre disposition, mais pour solliciter les ressources pour pouvoir être plusieurs à réfléchir. Donc, peut-être ce qu'on devrait faire à ce moment-là, c'est d'être conscient de ses propres émotions et essayer de trouver la juste attitude pour solliciter de l'aide. Bien évidemment, si Tom a 7 ans, souvent cette décision, qui est souvent une décision collégiale, qui va être de faire appel aux parents, de contacter les parents pour les en informer. Et là encore, message important, parler des problèmes d'idées suicidaires n'est jamais quelque chose qui va induire le fait que quelqu'un se suicide. En revanche, ne pas en parler est plus problématique. De la même manière, il est important d'avoir une conversation relativement ouverte avec les parents. C'est pas vous, parce que vous avez parlé avec l'enfant, que vous avez induit des idées suicidaires chez lui. Mais je pense que c'est bien d'avoir une conversation avec les parents et appeler les parents de Tom pour leur dire, écoutez, nous avons repéré une souffrance chez votre jeune. Nous a fait la confiance de nous parler de sa souffrance et des idées suicidaires. Nous voudrions avoir cette conversation avec vous et que vous puissiez venir parce que on cherche à le protéger. Puis là, je pense que la notion de protection, elle est centrale. La sécurité en premier. J'ajouterais aussi que, en tant qu'enseignant ou enseignante, que c'est vraiment important de prendre soin de ses propres émotions, mais aussi de valider les émotions de l'enfant en normalisant que c'est correct d'avoir des moments de détresse et vraiment pas exagérer le moment, mais de mettre sur le même niveau de l'enfant et comme meet them where they're at en tant que normaliser les émotions intenses, savoir que toutes les expériences sont valides, c'est vraiment comme touchant pour l'enfant dans ces instants-là, que les pensées ne sont pas hors du normal, mais que c'est normal, puis on va les gérer ensemble. Oui, merci beaucoup pour Chelsea. Je pense qu'on on a vu que le suicide, les idées suicidaires sont des choses, je dirais, relativement fréquentes et en parler, souvent la personne, elle nous isole. On a l'impression d'être seul au monde face à cette détresse. Et c'est vrai que la particularité, surtout quand on est professionnel, c'est que on est amené à voir beaucoup de jeunes qui ont à peu près la même croyance, à savoir d'être tout seul face à cette détresse. Et le dire, mais oui, effectivement, il y a d'autres jeunes qui, comme toi, qui vivent des choses aussi intenses, cette souffrance-là. Et le valider, c'est très important. Merci Chelsea d'avoir rappelé ce point important. Pour cela, on peut aussi, si vous êtes dans une situation vraiment de crise et en attendant que les parents arrivent, on peut ici utiliser des petits outils de détournement intentionnel, par exemple les jeux, par exemple le dessin, tout en permettant finalement à l'enfant de détourner de son attention de ses pensées, de choses qui lui font du mal. Dans le guide que je vous ai présenté tantôt, il est notamment indiqué qu'il est important de prendre au sérieux toute manifestation associée au suicide de l'enfant, c'est-à-dire ne pas le banaliser, ne pas le dramatiser, mais se dire que c'est quelque chose qui nécessite une intervention qui est finalement le reflet surtout d'une grande souffrance.
penser aux parents, à la famille, garder en tête le caractère unique de chaque situation et que parfois, même si on a l'impression de connaître un tout petit peu des éléments contextuels qui peuvent favoriser l'émergence des idées suicidaires, on les a rarement toutes, surtout quand on est enseignant, mais c'est aussi vrai quand on est professionnel de santé. Et l'idée, c'est de prendre le temps d'essayer d'avoir, je dirais, tous les éléments du puzzle pour essayer de comprendre quels sont les ingrédients qui ont pu contribuer à l'émergence de ces idées suicidaires. Être porteur d'espoir, c'est se dire ça ne va pas durer tout le temps. Ça n'existe pas quelqu'un qui est en crise suicidaire toute sa vie. C'est un moment de crise transitoire, d'où la notion de crise pour se dire une crise, ça a un début, mais ça a aussi une fin. Et puis, faire en sorte que l'expérience d'aide pour l'enfant, on l'a dit tantôt, mais c'est vraiment très important, soit la plus positive possible pour l'enfant. Pour ce qui est de la prise en charge, l'idée, va être d'essayer d'avoir une démarche un tout petit peu cohérente et facilitant la continuité. Et nous le répéterons jamais assez, que ce soit pour l'enfant ou que ce soit pour les adultes, ne pas rester seul et s'entourer d'un réseau de collègues pour prendre des décisions collectives. Pourquoi? Parce que quand on est notamment dans des situations à haute intensité émotionnelle, eh bien, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des façons erronées de traiter les informations qu'on a autour de nous et prendre des décisions qui sont des décisions parfois de protection excessive, voire inadaptées, soit au contraire de banalisation, et réfléchir ensemble, c'est quoi un tout petit peu la juste attitude à avoir. Surtout dans ces moments de souffrance intense, c'est important de pouvoir le reconnaître et puis s'aider de quelqu'un d'extérieur qui peut-être sera moins émotionnellement impliqué que nous. On avance dans notre voyage de Tom. Tom, par la suite, une fois que il y a eu l'école qui a pu appeler le parent, éventuellement qui a fait appel au 811 pour signifier le repérage des idées suicidaires, il y a ce moment un tout petit peu fatidique de savoir mais comment est-ce que on va arriver jusqu'au lieu de soins. Eh ben, différentes options restent possibles. Bien sûr, la voiture, éventuellement, si on est dans l'état d'une crise suicidaire très intense où les parents ne sont pas disponibles, il y a également la possibilité qu'il y ait une ambulance qui intervienne. En tout cas, je dirais que là, c'est un tout petit peu au cas par cas, mais si jamais on voit que on est dans une situation où la détresse semble relativement gérable, à ce moment-là, on discute avec les parents et puis il y a forcément ce moment où dans la voiture, on se retrouve, enfants et parents. Et puis, là encore, je vous propose un tout petit peu d'avoir la même grille de lecture, à savoir à la fois du côté du parent, de la maman dans cette situation, mais ça peut être aussi le papa ou parfois un autre parent, et du côté de l'enfant, qu'est-ce qu'on ressent? Donc, Chelsea, au niveau des émotions, quand on est un petit peu dans cette phase aiguë, quand on se retrouve avec son parent en voiture, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment les choses se passent? Pour l'enfant, je pense, dans la voiture avec le parent, ça se peut que l'enfant ne veut pas parler un peu du cri si il ou elle sent que le parent ne va pas comprendre. Il pourrait encore se sentir un peu isolé, mais aussi hors du contrôle de ses émotions, comment tout va gérer après, qu'est-ce qui va arriver quand on va finir le voiture, qu'est-ce qui va passer après. Il y a beaucoup qui va passer dans les pensées du jeune. Puis, en tant que, est-ce que, en disant que je voulais pas être ici non plus, est-ce que ça s'était mal pris? Est-ce que ça va rendre dans une situation où je veux pas être? C'est beaucoup de pensées comme qui peut déborder l'enfant. Et en tant que parent, je voulais juste donner un petit peu de mon expérience à moi-même. L'enfant peut aussi ouvrir à ses parents en disant que oui, je sens beaucoup de détresse et je veux pas être ici, je sens que je veux mourir, tout ça. Le parent, je pense, c'est normal d'avoir un peu de débordement émotionnel aussi parce que c'est ton enfant, on comprend ça, mais aussi de savoir que c'est important, comme l'enseignante, comme le parent, de normaliser les pensées et les émotions de ton enfant. Moi, à mon expérience, ma mère, quand elle dit comme
que j'étais en détresse et que j'avais des pensées suicidaires, elle était comme, oui, est-ce que c'est normal d'avoir ces pensées-là? Elle a vraiment normalisé tout ce que j'ai vécu. Puis elle a dit, si tu as des pensées que tu veux acte dessus, comme que tu veux agir, merci, viens dire à maman, puis on va régler ça ensemble. Puis je suis là pour toi, tu n'es pas tout seul et tout ça. D'accord. Et je me demandais, est-ce que toi, tu aurais un conseil par rapport aux enfants qui, par exemple, ne voudraient pas parler? Oh, that's a good question. Pour les enfants qui ne voudraient pas parler, je dirais de un peu respecter leur distance, mais comme aussi, like, supervise un peu, mais pas forcer l'enfant à parler parce que ça peut créer plus de détresse chez l'enfant. Ouais, merci, merci parce que c'est aussi un tout petit peu parfois dans les choses que je trouve qu'on ne devrait pas faire, qu'on remarque et qui encore une fois ne partent pas d'un mauvais sentiment du parent, mais ce besoin au moment de la crise de avoir comme toutes les réponses, toutes les explications qui sont finalement une réponse à l'inquiétude du parent lui-même, qui va quelque part chercher à ce que, paradoxalement, c'est l'enfant, en l'occurrence Tom, qui rassure le parent, parce qu'il va lui dire pourquoi, parce qu'il va lui donner toutes les explications. Dans le moment de la crise, ce n'est pas le moment d'essayer forcément de reprendre tous les éléments de l'histoire qui ont pu contribuer et c'est vrai que parfois, en tant que parents, c'est très difficile. On voudrait avoir toutes les réponses parce que nous-mêmes, nous sommes inquiets. Quand on est inquiet, ben, on a besoin d'informations. Et si cette information, on l'obtient pas, eh ben, au contraire, ça peut nous stresser davantage. Mais se dire, OK, c'est peut-être pas le moment. Si effectivement, on est dans une relation où l'enfant va arriver de lui-même à se confier, OK, puis en temps d'engager une conversation. Mais si nous-mêmes, on est débordé en tant que parents par nos émotions, c'est peut-être pas le bon moment parce qu'encore une fois, on peut, je reviens un tout petit peu à cette histoire de biais cognitif, mais donner des réponses ou des conseils qui sont pas forcément adaptés, qui témoigneront plus de notre détresse sur le moment. Donc, même message peut-être pour les parents, ne pas rester seuls et en tout cas engager dans une conversation qui soit la conversation ouverte, mais si jamais l'enfant ne veut pas parler, bah, peut-être ne pas le forcer en se disant que quelqu'un d'extérieur et de plus neutre permettra à ce que les choses se passent, je dis, avec moins d'enjeux émotionnels. Souvent, le modèle théorique, et là on l'utilise plus en tant que professionnel qu'en tant que parent, mais je voulais vous parler de ce modèle pour comprendre comment est-ce que survient une crise suicidaire. C'est l'accumulation de nombreux stresseurs qui viennent remplir un vase. Et on sait que certains enfants ont un vase tout petit, d'autres enfants ont un vase plus grand qui vont leur permettre d'accumuler de nombreux événements adverses stresseurs. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ces vases peuvent s'agrandir. Et c'est tout l'idée d'une situation comme une crise suicidaire qui est bien, entre guillemets, gérée, eh bien, elle va permettre à étendre la taille du vase. Et je voudrais pas qu'on reste avec l'idée que la crise suicidaire va et en soi quelque chose d'extrêmement dramatique qui présage d'un mauvais futur pour la personne. Puis je te remercie encore, Chelsea, d'être là pour témoigner de l'expérience aussi que finalement, quand on traverse ce voyage et quand on apprend sur nous-mêmes, eh ben, on peut finalement y gagner avec quelque chose que les anglo-saxons appellent post-traumatic growth, mais quelque part aussi grandir de cette expérience, apprendre sur nous-mêmes et faire en sorte que notre vase soit plus grand, puis parfois suffisamment grand pour permettre d'aider les autres. Exactement. Et la résilience. Ouais. Donc encore une fois, quand on a ce modèle de vase, pourquoi je le trouve intéressant? Parce qu'on peut utiliser cette image avec les jeunes, et puis encore une fois, on le fait plus en tant que professionnel de santé, puis garder en tête que souvent, ce qui fait déborder le vase, c'est la dernière goutte d'eau. Et souvent, on pense à la dernière goutte d'eau. Mais c'est la rupture amoureuse qui a précipité la tentative de suicide, mais on oublie souvent que il y a souvent toute une charge allostatique de nombreux événements qui sont pu s'accumuler, d'où un autre élément important, alors à la fois pour nos jeunes, mais aussi pour vous, c'est peut-être à titre plus individuel, réfléchissez et réfléchissons ensemble comment vider notre vase.
quelles sont les stratégies que chacun on a pour vider notre vase. Moi, c'est la course à pied. Chelsea, j'imagine. La lecture. Ouais, la lecture. Vous avez des temps auxquels vous pouvez dédier pour vous-même. Et parfois même réfléchir, tiens, je vis des moments difficiles, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, relationnel. Mais je sais qu'il va y avoir, pour ma part, cette course-là, cette course à pied que je vais faire, et puis j'arrive à me projeter dans le temps. Et le construire aussi avec les enfants et les adolescents. Tiens, tu vis ces moments difficiles, mais il va y avoir les vacances, il va y avoir cette belle sortie que nous allons faire à l'école ensemble, dans les choses que tu aimes. Essayez de trouver finalement pour chacun des enfants que vous êtes amenés à rencontrer, c'est quoi les bons moments pour qu'ils puissent un tout petit peu se projeter vers ces moments où on va l'aider à vider le vase. Ok. Avançons dans le voyage de Tom. Ensuite, Tom se retrouve à l'hôpital. Puis là, je peux vous parler de manière très concrète de cette expérience. Moi qui travaille à l'urgence à l'hôpital Montréal pour enfants, qu'est-ce qui arrive quand les patients et souvent leurs familles se retrouvent à l'urgence? Comment est-ce qu'on peut être amené à gérer cette situation? Donc là, encore une fois, Chelsea, on se replonge du côté de ce que peut Tom vivre à l'urgence. Ça se peut que l'enfant soit débordé un peu par le système de santé, comment naviguer tout ça, même s'il y a beaucoup de professionnels, c'est quoi, qui je peux parler avec de mon détresse, que je peux faire confiance. Et aussi, est-ce que mes parents vont penser quelque chose de moi? Est-ce que je suis encore coupable? Oh non, on doit être à l'hôpital à cause de moi parce que j'ai eu une crise suicidaire. Et aussi, je pense c'est important de garder l'enfant dans un endroit sécuritaire et de encore renforcer la notion qu'il n'est pas seul. Ouais. Ben, merci de témoigner aussi du fait que parfois, dans le système de santé, il se peut qu'on attende beaucoup. Puis je pense que c'est une surprise pour personne de se rendre compte qu'à l'urgence, bah, en fonction un tout petit peu du nombre de personnes qu'il y a, il peut y avoir de l'attente. Et je dis à la fois c'est une réalité et en même temps, même si parfois on anticipe sur le fait, eh ben non, je vais pas solliciter, je vais pas aller à l'urgence parce que je vais attendre, dites-vous que l'attente peut parfois être un moment qui permet à la crise suicidaire de se résoudre dans un endroit sécuritaire. Finalement, on préfère de loin se rendre à l'urgence et attendre que craindre qu'il y ait un geste malheureux du patient ou de l'enfant alors que l'évaluation n'a pas été faite. Ce n'est de loin pas le seul lieu de ressources, mais si jamais vous aviez une inquiétude particulière, je veux que vous gardiez en tête que l'urgence est un endroit qui est ouvert 24 heures sur 24, disponible. Et encore une fois, si dans les moments de détresse que vous avez repérés, vous contactez les lignes et qu'à un moment donné, on se dit, allez à l'urgence, ce n'est pas en soi un échec, c'est plutôt une chance que d'avoir un système de santé qui nous permet 24 heures sur 24 d'accueillir des personnes. Et encore une fois, on se rend compte que dans les lieux où l'accessibilité est moindre à ces ressources, malheureusement, le risque de faire une tentative de suicide, voire de suicide, est plus importante. D'où le fait, parfois, qu'en tant que professionnel, on se dit, certes, ils ont attendu beaucoup, certes, on les voit très en détresse, mais malgré tout, c'est quelque chose, quand on y réfléchit à distance, et parfois, si c'est pour pas grand-chose, entre guillemets, on se dit, non, finalement, il n'a pas été hospitalisé, il n'y a pas de la médication. Peut-être que l'intervention, ça a déjà été ça, de pouvoir attendre et de pouvoir discuter avec un professionnel en bout de ligne pour essayer de trouver la solution adaptée. Maintenant, en fonction des situations, on met en place, dans ce cas de figure, très souvent, un plan de sécurité, un safety plan, qui consiste à regarder avec le patient, et puis là, nous sommes en train de développer à l'Institut Douglas un outil qui implique aussi davantage la famille, en tout cas qui permet de partager un plan de sécurité pour voir c'est quoi les raisons pour moi qui me maintiennent en vie, et surtout, quelles sont les ressources auxquelles je peux faire appel au cas où, de nouveau, je me sentirais plus envahi par des idées suicidaires. Et ce plan, il pourra être partagé
à la fois bien évidemment avec le jeune, mais aussi les différents professionnels, et puis avec l'accord des parents, bien évidemment, aussi avec l'école, parce que nous allons y venir. On voit que par la suite, l'école a aussi un rôle important à jouer dans ces situations. Petite slide très rapide, on voit qu'il y a eu une baisse en 2020 du nombre de visites aux urgences pour tentative de suicide et qu'actuellement elle augmente. Pour autant, je vais vous dire à titre personnel, je trouve que c'est bien qu'elle augmente dans le sens où peut-être que des personnes qui jusque-là avaient plus de mal à solliciter et demander de l'aide font appel à ces services. Eh ben, ces services doivent être bien évidemment dimensionnés pour pouvoir accueillir ces patients, mais en tout cas, c'est une des stratégies de prévention, c'est d'avoir des services et des ressources efficaces pour y répondre. Donc, revenons à Tom. Finalement, on a diagnostiqué pour lui un TDAH, il a des comportements impulsifs, des difficultés de régulation émotionnelle. En plus, il y a eu des événements marquants de l'histoire de Tom qui ont contribué à ce qu'il en vienne à avoir des idées suicidaires, à la fois un grand-père maternel qui s'est suicidé, et puis un autre événement plus récent, c'est le décès accidentel d'un cousin. Encore une fois, loin de nous l'idée que ces événements, c'est eux qui ont causé le fait qu'il a des idées suicidaires, mais c'est des événements qui ont pu bouleverser Tom et probablement sa famille et qui peuvent avoir contribué à ça. La compréhension qu'on a de cette histoire, on peut soit parfois l'avoir à l'urgence, mais parfois il nécessite un temps plus long et c'est pour ça que l'évaluation de Tom peut se faire un tout petit peu de manière différée dans le temps. Toujours est-il, puis là, c'est l'exemple de ma garde de samedi dernier, où vous pouvez voir dans le formulaire qu'on utilise à l'hôpital de Montréal pour enfants, en fonction de la situation, on peut être amené à proposer une prise en charge dont on va préconiser une intensité qui va être variable en fonction à la fois des diagnostics, du degré de souffrance, du degré de dangerosité perçue pour le patient et qui peut impliquer la plupart du temps les services de première ligne, le médecin de famille et parfois également dans des situations très particulières, la DPJ, donc les services de protection de l'enfance. Ensuite, Tom, après avoir été vu à l'urgence, on a pu comprendre un tout petit peu avec lui quels sont les ingrédients qui ont contribué à ces idées suicidaires. On a vu jusqu'à quel point est-ce qu'il avait un plan, puis en ayant pu en discuter avec lui et créer un plan de sécurité, souvent l'étape d'après, c'est celle du suivi. Le suivi qui peut se faire dans les cliniques externes ou la plupart du temps dans les CLSC. Donc, si on en arrive pour le suivi, puis là un tout petit peu à distance finalement de la crise, si on reprend un tout petit peu les émotions, les comportements, les pensées, qu'est-ce qui peut arriver d'après toi, Chelsea, dans ton expérience? Comment est-ce que les choses peuvent être accompagnées? Puis quels sont surtout les conseils à faire pour mieux accompagner? Je pense que c'est vraiment important d'accompagner l'enfant à chaque étape et de lui rappeler ou rappeler qu'il y a du soutien à chaque étape qui ne va pas être comme perdu dans le système parce que je pense que c'est vraiment un vrai comme fear des enfants qui vont être juste oubliés et qui vont pas avoir les soins qu'ils ont besoin. Alors, je pense que en tant que psychiatre, psychologue, éducatrice, de vraiment avoir une approche qui est vraiment centrée sur l'enfant en donnant que tu vas être supporté à chaque étape au cours de tous les systèmes, soit à l'école, soit à l'hôpital, soit en suivi. Je pense que c'est vraiment important et avec ce support-là, l'enfant va savoir que même s'il y a une autre crise, il y a un environnement sportif, il y a des recommandations en place, il y a des outils qu'il peut utiliser pour gérer le crise. Oui, merci beaucoup d'insister sur cette notion qui est vraiment fondamentale, c'est de partage d'intervention entre les différents professionnels et au-delà de nos corps de métier. C'est vrai qu'on a parfois un tout petit peu tendance à travailler un peu en silo, puis l'idée c'est essayer de décloisonner, puis de avoir une conversation un peu ouverte comme là aujourd'hui sur les différentes informations que nous avons, surtout sur le plan de sécurité. J'insiste un peu là-dessus, mais alors bien évidemment ça prend l'accord de la famille, mais je pense que obtenir aussi cet accord, de pouvoir avoir une conversation
communication ouverte sur où est-ce qu'on est Tom, se dire bah c'est la même chose et encore une fois pour le pédopsychiatre qu'une fracture du poignet, une entorse de cheville. On communique ouvertement, il n'y a rien de honteux. On a dit que c'était pas un choix que d'avoir des idées suicidaires. Ok, c'est arrivé. Maintenant, essayons surtout de voir comment pouvoir te soutenir, puis surtout, quelles sont les personnes ressources, quels sont les interlocuteurs que tu peux solliciter si jamais cela revenait, parce que là encore une fois, on veut prévenir qu'il y ait de nouveau des idées suicidaires et combien même elles reviendraient, c'est ok pour en parler de manière la plus ouverte possible et être un peu d'accord sur c'est quoi le plan de match si jamais cela survenait. Donc, pour Tom, ça peut être, par exemple, identifier un référent qu'il peut appeler. Mais parfois, là aussi, dans l'expérience, parfois, cet intervenant, c'est un enseignant. Et puis de dire, OK, c'est un enseignant. Et nous participons tous un tout petit peu à la chaîne qui permet, en bout de course, à faire en sorte que Tom s'y retrouve. Donc, une bonne qualité de communication entre les adultes est vraiment primordiale pour le bien de Tom. Et pour essayer, encore une fois, de garder en tête que sa sécurité et puis son vécu, ben, il est central pour nous. Donc, pour ce qui est des facteurs de protection, on a pu voir que Tom vit avec ses deux parents, sa grande sœur, il a un réseau de soutien direct et fort. Il a des relations familiales positives. Il a un suivi psychologique qui peut être mis en place et des interventions pour le TDAH, des facteurs qui vont lui permettre de le soutenir dans ce qu'il a vécu. L'engagement des professionnels de la santé mentale dans son suivi est très important, mais encore une fois, pour ce qui en est de savoir à qui Tom peut se référer, je pense que c'est une affaire collective et de tous, c'est pas uniquement une affaire médicale. Donc, les interventions qu'on peut être amené à proposer, à court terme, c'est toujours assurer la sécurité de Tom et réduire ses idées suicidaires. À moyen terme, c'est souvent avec le médecin de famille ou éventuellement avec les aménagements qui peuvent être mis en place à l'école, faire en sorte de stabiliser les symptômes du TDAH, aider à soigner les éléments de dépression qui ont pu être repérés, améliorer la communication et le soutien de la famille et à plus long terme, promouvoir le bien-être émotionnel et psychologique de Tom. Par exemple, en identifiant quelles sont les activités qui lui font du bien. Ça peut être le soccer, ça peut être les marches en pleine nature, ça peut être des jeux qu'il aime bien pour essayer de prévenir les idées suicidaires. Et encore une fois, le document de référence qui va être un tout petit peu notre guide à travers ça, c'est le plan de sécurité et l'aider à le conduire sur le chemin finalement du rétablissement et puis de reprendre sa vie et puis faire en sorte que cette expérience un peu douloureuse sera un peu une opportunité d'apprendre sur ses émotions et puis éventuellement d'apprendre à comment aider les autres. Donc, on veut à tout prix assurer la cohérence et la continuité des soins, mobiliser l'entourage, on reste ensemble, et puis on utilise des stratégies de communication qui vont être bien sûr adaptées à l'âge de l'enfant. Donc peut-être pour résumer les points essentiels, la clinique de l'inquiétude, c'est quoi? C'est que si on est inquiet pour un enfant, il faut se faire confiance et chercher de l'aide en tant que professionnel pour le soutenir. C'est jamais une faute professionnelle. Donc, demandez à travers les numéros, en appelant à vos différents partenaires, c'est quelque chose qui va vous permettre de naviguer cette situation extrême. Le besoin de sécurité avant tout, privilégier la sécurité et petit message qui me tient particulièrement encore, prévenir toute forme de violence. Quand je dis violence, je pense notamment tous les phénomènes d'harcèlement scolaire qu'il peut y avoir, mais aussi la violence sur les réseaux, particulièrement sur les réseaux sociaux vers certains enfants, parfois qui les enferment. Nommer ça avec des enfants et parfois même avec les enfants avant 12 ans que les violences, c'est quelque chose d'inacceptable. Et là, encore une fois, ne pas détourner le regard parce qu'encore une fois, le plus blessant, je l'ai tellement vu de fois ici en clinique externe que ce qui était bien plus douloureux que la violence elle-même subie par les jeunes, c'est celle de ne pas avoir été reconnue, vue et que les adultes qui étaient autour d'eux n'ont pas réagi face à des situations de détresse. Parfois que l'enfant pouvait montrer, qu'il n'arrivait pas à dire en mots, mais qu'il montrait. Et puis enfin, peut-être dernier point, l'éducation aux émotions.
Je ne sais pas si Chelsea, dans les 2 minutes qui nous restent, est-ce qu'il y avait des choses, des messages importants que tu voudrais... Je pense que c'est vraiment d'avoir un network de support envers l'enfant sur l'école, les professionnels, les services sociaux, les organisations communautaires, vraiment avoir un network de support envers l'enfant. Ben, merci peut-être effectivement pour ce message et vraiment le soutien des jeunes en crise suicidaire et pour prévenir le suicide, c'est un sport d'équipe. La pédopsychiatrie est un sport d'équipe, la santé mentale est un sport d'équipe, on joue tous ensemble et puis je pense qu'on a vraiment tous à y gagner dans cette collaboration aussi en tant que professionnel mais peut-être en tant qu'être humain de manière plus générale. Donc, dans la dernière minute qui nous reste, quelques remerciements. Merci pour l'équipe Synaptique de nous donner l'opportunité de faire ces transferts de connaissances et plus largement au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Merci au Centre d'excellence en santé mentale des jeunes qui permet de mener des projets de recherche, mais aussi faire en sorte que soit davantage reconnue l'expérience vécue parce qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes, de leur famille en tenant compte de leur point de vue. Et puis, le centre de recherche de l'Institut Douglas, dont fait partie le Centre d'excellence en santé mentale des jeunes, avec des collaborateurs qui s'impliquent, je dirais, pour certains d'entre eux, depuis toute leur vie dans la prévention des conduites suicidaires chez les jeunes. Donc, Dr Massimiliano Horry, Dr Marie-Claude Geoffroy, qui avait présenté la dernière fois avec moi, Dr Anthony Gifouni, Dr Jeanne Renaud, Dr Lena Palanayapan, et puis notre chef de département, le Dr Gustavo Turecki. Et puis peut-être un dernier mot, merci aux patients, à leurs familles, merci à leur confiance qui est accordée, et puis à tout ce qu'ils nous enseignent eux, parce que finalement le savoir, les recommandations, toutes les informations qu'on a, c'est surtout et avant tout grâce à eux. Donc avant de passer à l'étape des questions, nous tenions aussi à vous remercier d'être aussi nombreux pour cette présentation.